Nouvelle édition d'information sur Bossolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. En ouvrant cette édition du journal par cette actualité, les discours de Joseph Kabila, ancien président de la République, suscitent tant des questions sur le rôle que ces derniers est censé jouer dans le moment actuel en voulant recadrer et faire lumière sur ce qui ne marche pas. Après son départ au pouvoir il y a 6 ans, le sénateur à vie Joseph Kabila s'est cloué lui-même. C'est l'hôpital qui s'effraie de la charité. Joseph Kabila reste associé aux pratiques autoritaires, à la répression, à la personnalisation du pouvoir et qui a incarné le verrouillage institutionnel et les violences étatiques qui ont marqué 2 décennies de son règne. Suivez l'éditorial de Jude Kaloum. Il n'a suffi que 24 heures après la levée de ses immunités pour que Joseph Kabila, sénateur à vie et ancien président de la République, prenne la parole afin de recadrer et de faire la lumière sur ce qui ne fonctionne pas depuis son départ du pouvoir il y a 6 ans. D'un ton grave, Joseph Kabila s'est posé en victime d'un pouvoir qu'il estime autoritaire. Dès l'introduction de son allocution, le Raïs a voulu exposer le deal qu'il aurait signé avec l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, sans toutefois le démontrer. Pour attirer l'attention des Congolais, Kabila a retenu sa langue pour parler plutôt d'un accord qui s'inscrivait dans une seule motivation, l'intérêt supérieur de la nation. Cette assertion laisse les Congolais dans l'attente de découvrir les mystères cachés de l'accord signé entre Joseph Kabila et Tshisekedi qui est brandi à tout moment comme si le pays appartenait à ces deux Congolais. Le Raïs s'est frappé la main sur la poitrine, se montra comme un modèle à suivre durant ses 18 ans de règne. Il laisse un pays unifié, pacifié, dont les institutions fonctionnent harmonieusement avec une armée républicaine, etc. Chose que d'aucuns redoutent. En voulant se présenter comme un modèle, l'homme s'est rattrapé par ses actes commis durant son règne en tant que chef d'orchestre. On se souviendra, comme lui-même l'a évoqué, qu'entre 2016 et 2018, Joseph Kabila a procédé au débouchage des opposants pour renforcer son pouvoir et avoir un seul langage. Cela s'écarte de ces accusations qui stipulent que le pays est devenu un espace de non-droit et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême. Sous son règne, Kabila a été chanté, glorifié, élevé comme un roi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. S'il y a un dirigeant dont le nom reste associé aux pratiques autoritaires, à la répression, à la personnalisation du pouvoir et à qui incarne le verrouillage institutionnel et les violences étatiques qui ont marqué des décennies de règne sans partage, c'est bien Joseph Kabila lui-même. Accusé ouvertement le régime de Félix Tshisekedi d'avoir transformé le Parlement, temple de la démocratie, en simple chambre d'enregistrement de la volonté d'un seul homme, cette leçon de Joseph Kabila ne tient pas. L'homme n'a dévoilé que ce qu'il faisait lui-même. Durant son pouvoir, le Parlement a voté plusieurs lois en sa faveur, y compris celle du statut des anciens chefs de l'État, votée sous les dictats de Kabila pour sa survie politique car elle protège tout chef d'État hors mandat. La crise est présente sous tous ses aspects, certes, mais en son temps, Joseph Kabila n'a pas été combattu par un ancien chef de l'État. Joseph Kabila affirme que dans la crise congolaise, chacun doit jouer sa partition et s'engage à jouer la sienne. Est-ce celle de l'ancien militaire qui a juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême ou celle de l'ancien chef de l'État qui veut restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable état de droit? L'ancien chef de guerre ou bien les démocrates qu'il se revendique? Difficile de sonder les intentions de l'ex-président congolais. Par quelle étrange alchimie ou amnésie politique Joseph Kabila ose-t-il donc aujourd'hui s'ériger en chantre de liberté individuelle et collective alors qu'il a réduit tous les espaces démocratiques et laissé les conflits dans l'Nord et le Sud Kivu? En appelant à un pacte citoyen pour tirer le pays du gouffre, Joseph Kabila tente de se repositionner en homme d'État soucié de l'intérêt général. Mais cette métendue apparaît aussi comme un défi au pouvoir en place, une manière de contourner les institutions qu'il juge légitimes et de s'adresser directement au peuple congolais qui attendait beaucoup de Félix Tshisekedi sur les aspects tels que l'amélioration du social. Kabila va jusqu'à dire qu'aucun investissement n'a été réalisé pour doter le pays d'infrastructures modernes.
Les détournements des deniers publics ont atteint un niveau inédit. Cette assertion du Raïs démontre la gestion opaque de son époque. Pour sauver le Congo, Joseph Kabila veut mettre fin à la dictature de Félix Tshisekedi. Il propose lui-même le retour de la démocratie et la bonne gouvernance, car il n'y a pas de solution sécuritaire définitive sans solution politique sincère. Pour conclure, le Congo souffre de l'irresponsabilité chronique de ses élites qui n'ont jamais considéré le pays et ses habitants autrement comme des variables d'échange au service de leurs intérêts. Au sujet du discours et la présence de Joseph Kabila à Goma, Raphaël Lutumba, président du parti politique La Ligue de serviteurs en France, demande au gouvernement congolais de retirer, pire et simple, la nationalité congolaise à l'ancien président de la République. Il est joint au téléphone par Bosco Kabamba. En parlant du fond du discours de M. Joseph Kabila Kabange, je dirais scientifiquement, ces tableaux nous renvoient à notre responsabilité d'une part et disqualifient Joseph Kabila d'autre part. C'est pour cela nous demandons au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bien conjuguer encore beaucoup d'efforts afin de renforcer la cohésion nationale en interne, de promouvoir la culture de la méritocratie et aussi de relever le défi de l'appareil judiciaire. Des conclusions de ses discours et de sa présence à Goma, M. Joseph Kabila Kabange, il a simplement trahi le Congo. Nous demandons au gouvernement congolais, au regard de l'article 33 et 51 de la loi numéro 04/024 du décembre 2004, cela est relative à la nationalité, de bien lui retirer la nationalité congolaise pour l'indignité. Nous rappelons au peuple congolais d'être vigilant, de s'aligner et soutenir du bon côté de l'histoire. Et puis, dans un rapport intitulé Le pratique du groupe armé dans l'Est de la RDC, publié ce mardi 27 mai 2025, l'organisation non gouvernementale Amnesty International révèle que le groupe rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda, tue, torture et fait disparaître de forces de détenus dans des lieux de détention à Goma et à Bukavu, respectivement chef-lieu de province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le recherche de l'Organisation de défense des droits humains affirme par ailleurs qu'ils ont également commis de viols collectifs sur deux femmes et menacé des défenseurs de droits humains ainsi que de membres de la société civile. Ces rapports renseignent aussi qu'entre février et mai de cette année en cours, les combattants du M23 sont entrés dans les hôpitaux de Goma à 5 reprises à la recherche de membres de l'armée congolaise ou en livrant 2 patients, puis battant nombreux d'entre eux avec 2 bâtons et des verges en bois. Dans certains centres de détention du M23, d'après la même source, les détenus ont été si violemment battus qu'ils ont eu de blessures ouvertes et ont dû être hospitalisés après leur libération. Dès le début du conflit, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays occidentaux avaient reconnu les abus commis par le M23, appelant le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC, ouvrant à la mise en place d'une mission d'enquête auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pour incompétence et manquement à l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Sankourou paye le pot cassé. Les élus provinciaux ont voté pour sa destitution et ont appelé le vice-gouverneur à gérer la province par intérim. Cette décision de l'organe délibérant de la province intervient après l'invitation lancée au gouverneur Victor Kitenge Kanyama, qui a réservé une fin de non-recevoir. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a
pris la décision de suspendre les activités de l'Assemblée et a également interpellé le membre du bureau à Kinshasa pour consultation. Nous écoutons le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Ilonga Mbidji Fiston, joint au téléphone par Israël Tomba. Il est reproché des manquements graves à ses obligations, c'est-à-dire insécurité réalisée à travers le Sankourou. Il y avait une motion contre lui, une motion de défiance contre lui et une autre motion de défiance contre son vice-gouverneur. Et malheureusement, à la veille de l'analyse de cette motion, le gouverneur ne s'était pas présenté. Par son absence est flagrante, manifeste et indéniable. Donc, les députés ont pu considérer cela comme un outrage à l'Assemblée. Et en plus de cela, il n'a pas saisi l'Assemblée à temps pour réclamer une quelconque excuse. Voyez-vous, nous avons appris après la plénière que le gouverneur était malade, alors qu'il était à Lusambo, il aurait pu saisir l'Assemblée provinciale, l'administration de l'Assemblée ou même le bureau politique de l'honorable président de l'Assemblée afin de nous tenir informés de ces malaises. Mais cela n'a pas été fait. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale a considéré de cela comme un outrage à l'Assemblée, ce qui peut conduire à d'éventuelles mises en accusation du gouverneur, mais ça n'a pas été fait. L'Assemblée a adopté sa résolution et d'ailleurs, après la plénière, ce n'est qu'après la plénière que nous avons reçu les circulaires du VPM nous demandant de nous rendre à Kinshasa pour d'éventuelles consultations. Nous sommes nous préparés pour nous rendre à Kinshasa. Sinon, l'Assemblée provinciale, en tant qu'organe délibérant organe indépendant, a eu déjà à se décider au travers de sa résolution. Et donc, le vice-gouverneur, à ce moment, je pense que peut assumer l'intérim du gouverneur jusqu'à nouvel ordre. Et puis dans le territoire de Walikale, le village de Bakumbirwa, Rousamambu, Kilambo et Ngengere, dans la localité de Muronga, groupement Ikobo, sont sous le contrôle de rebelles de l'FCM 23 depuis ce lundi 26 mai. Après des combats contre le milicien Wazalendo, selon le source locale, le rebelle de la FCM 23 ont lancé des attaques contre des positions de Wazalendo dans la localité Muronga, provoquant des affrontements qui se sont poursuivis ce mardi jusqu'à la prise de Rousamambu. La population des entités occupées s'est réfugiée dans la brousse pour se mettre à l'abri. Le milicien Wazalendo se sont repliés vers Misinga, un autre village situé à quelques kilomètres de Rousamambu. Cette avancée de l'FC M23 vers d'autres zones viole les cessez-le-feu décrétés pour permettre l'aboutissement de différents processus de paix en cours en vue de mettre fin au conflit, regrette de notables locaux. Pour rappel, la société civile de Walikale a alerté il y a quelques semaines sur le renforcement en armes et munitions de rebelles de FC M23 dans cette partie du territoire de Walikale. Et en séjour dans la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule, veut se servir du modèle de développement de certaines infrastructures pour faire la même chose à Beni et Butembo, deux villes situées dans son entité. L'autorité provinciale du Nord Kivu fait notamment allusion à la modernisation de l'aéroport de Bunia et de la voirie urbaine qu'il a visité. Suivez-les dans cet extrait. Que la population de Bunia continue à faire confiance aux autorités provinciales de l'Ituri et du Nord Kivu qui travaillent main dans la main pour que la belle époque d'antan puisse revenir. Nous sommes en train de travailler dur pour rétablir tous les axes, les sécuriser et les réhabiliter, que les produits, n'est-ce pas, de la pêche et même de l'élevage de l'Ituri puissent encore aller vers le Nord Kivu et les produits agricoles du Nord Kivu viennent ici à Bunia, les échanges puissent reprendre très très bien. J'ai vu la voirie et l'aéroport de Bunia et même les bâtiments. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je crois que c'est un bon modèle. Le Nord Kivu est aussi sur la même voie du développement, mais la guerre que nous avons connue est venue tout arrêter. En tout cas, ce qui concerne le sud de la province.
Donc je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni Mavivi, sur lequel les travaux ont déjà débuté aussi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia. Tout à fait autre chose dans ce journal. Une séance de travail a réuni ce mardi 27 mai au cabinet de travail du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et le ministre provincial du plan de la ville de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, pour projeter sur l'embellissement de la capitale congolaise dans le tout prochain jour. Le détail avec Bosco Kabamba dans cet élément rendu par Julia Kamonia. Parmi les raisons qui ôtent Kinshasa l'image d'une ville moderne, figure l'absence d'une politique efficace dans la gestion des déchets produits par les commerçants du secteur informel exerçant dans les espaces publics urbains. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, veut apporter la contribution du gouvernement central dans les processus de l'embellissement des espaces urbains de la capitale, miroir du pays. Raison de cette séance de travail qui a porté sur la présentation du projet relatif à l'identification des activités informelles sur les principaux axes et pôles structurants de la ville de Kinshasa dans le but d'élaboration des plans d'aménagement spécifiques des zones commerciales à laquelle était convié l'hôtel des villes représenté par son ministre provincial en charge du plan, budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke. À en croire Daniel Mukoko Samba, la phase expérimentale du projet vise les sites tels que Kintambo Magasin, Rond-Point Willery, le couloir Kimbuta et Place des Évolués. Ces sites, une fois embellis, seront mis à la disposition des commerçants du secteur informel après avoir été identifiés et formalisés. Nous tenons à remercier d'abord son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, qui porte aujourd'hui une initiative du gouvernement central qui vise à participer à la formalisation de l'économie informelle d'une part, mais à contribuer également au développement et à l'équilibre du paysage urbain, quitte à voir comment intégrer la multitude ou les millions de compatriotes qui exercent les activités économiques à travers nos rues, nos avenues et autres qui s'incrustent dans les décors urbains, comment mettre une dynamique en place qui équilibre à la fois les activités économiques, la beauté du paysage urbain et l'environnement dans son ensemble. Ici, nous sommes dans un processus de mutualisation des efforts parce que nous avons rencontré des projets convergents entre la vice-primature de l'économie et la ville de Kinshasa, donc nous allons travailler main dans la main. Pour réussir ces processus de l'embellissement de la ville de Kinshasa à travers la formalisation de l'économie informelle, le ministre de l'économie nationale va s'appuyer sur l'expertise locale en sollicitant les concours des étudiants dans la filière architecture de l'Académie des Beaux-Arts. En éducation, les agents de l'inspection générale de l'EPST réclament leur prime spéciale non reçue il y a 11 mois et demandent à la ministre de tutelle de remédier à leur situation. Julia Kamonia et Roublin Baba. Trop c'est trop, les agents de l'EPST sont montés au créneau ce mardi 27 mai 2025 pour réclamer leur prime des fonctions spéciales qui a été autorisée par le gouvernement central mais qui jusque-là n'a jamais été concrétisée, l'en compte déjà 11 mois. D'une part, les agents s'indignent du fait que les inspecteurs sont payés près de 750 000 francs congolais, tandis que ne reçoivent que 32 000 francs, soit 48 000 francs congolais. Nous sommes venus avec colère et amertume. Nous ne voulons pas de l'injustice au sein de l'inspection de l'EPST. Notre président avait instruit que l'on nous paye notre prime spécifique, mais quand cette prime a été autorisée, l'inspecteur reçoit 750 000 francs et l'agent qui est un collaborateur direct ne reçoit que 32 000 francs congolais. Ils nous ont trop menti en nous faisant attendre pendant 8 mois et nous en avons marre parce que nous n'avons toujours pas de solution. C'est pourquoi nous sommes venus pour que le président de la République entende nos voix,
que la ministre nous écoute parce que quand nous étions partis la voir la dernière fois, elle nous avait dit d'aller voir notre chef direct qui est l'inspecteur général. Ce dernier nous a amenés vers la solution politique qui n'a rien résolu jusqu'à ces jours. Nous recevons toujours 48 000 francs congolais. 32 000 francs, c'est-à-dire 48 000. Pour 16 000, 48 000. Mais l'inspecteur, il y a 760 000, 762 000 francs. Et ça, injustice, parce que partage, et c'est les mamans B. Cet état d'injustice au sein de l'inspection générale de l'IPST est décrié par les agents qui demandent à la ministre de l'Éducation nationale de s'impliquer afin qu'une solution adéquate soit trouvée. D'où il est judicié que le gouvernement central et la ministre des tutelles, Raïssa Malou, remédient à ce problème en améliorant les conditions de travail des agents de l'IPST pour que ces derniers sachent répondre aux besoins de leurs familles respectives, mais aussi à travailler en toute sérieuxité, surtout que la dissertation se pointe déjà à l'horizon. Une scène non loin d'être isolée a été causée par les agents de l'ordre ce lundi 26 mai à l'arrêt courant dans la commune de Mongafula, chose qui a suscité la colère de chauffeurs de véhicules poids lourds. Témoins de l'événement, Mathieu Mbouyi et Mohamed Fazili. Une scène non loin d'être isolée, créée par les agents de l'ordre qui, en réaction au non-respect du communiqué interdisant cette catégorie de véhicules de plus de 20 tonnes de circuler avant 22 heures. Pour ces victimes de destruction méchante, l'embouteillage qui s'aperçoit ici serait causé par des comportements inciviques manifestés par des agents déployés sur terrain. Les policiers qui roulent avec le véhicule communément appelé Kabasseli ont enlevé la plaque du chauffeur. Cet acte a suscité la colère des chauffeurs, raison pour laquelle ce véhicule a été abandonné. Un embouteillage s'est formé. Nous en avons marre de ce pays. Les chauffeurs sont devenus une cible pour le policier. La ville est en mouvement car nous existons. J'ai signé mon contrat de travail pour la journée et non pour la nuit. Le travail de construction se fait pendant la journée, pas la nuit. L'État semble oublier une chose. Les sociétés de livraison ont commencé à acheter de petits véhicules de livraison. Donc, à la multiplication de ceux-ci, les embouteillages seront toujours présents. Cette situation soulève des questions au sein de l'opinion, à savoir si les mesures annoncées par l'autorité urbaine sont-elles réellement d'application. Cependant, les communiqués précisent que ces sanctions strictes sont prévues pour tout contrevenant. Pourtant, sur le terrain, les pressions d'un laisser-aller et des manques de suivi prédominent, comme le témoignent ces riverains. Toutes ces mesures prises visent à l'échec du président. Ces décisions n'ont aucun sens. Quand le chauffeur travaille de 10h à 15h, il n'y a pas d'embouteillage. Les chauffeurs sont bloqués depuis hier à 1h. Regarde les mamans et papas qui souffrent même. Depuis Mitendi, j'ai marché à pied jusqu'à l'université. Les autres ont passé leurs examens, mais nous avons échoué à cause des embouteillages. Mais ils doivent revoir les horaires pour qu'ils soient prolongés de 22h à 4h. Je fais les pieds, des lignes jusqu'à chambre froide. Donc, pour rappel, en dehors de l'interdiction des camions de plus de 20 tonnes de circuler la journée, sinon, tous les véhicules légers sont libres de circulation sans aucune contrainte, contrairement à la rumeur du communiqué faisant état aux plaques paires et plaques impaires. L'actualité sportive dans ce journal, la CAFA et le comité d'organisation locale ont révélé le stade retenu pour accueillir la CAN féminine 2024, prévu du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Grady-Bochi. La Confédération africaine de football, en collaboration avec le comité d'organisation locale, a annoncé les infrastructures sportives sélectionnées pour abriter les matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy Maroc 2024. Cette édition se jouera du 5 au 26 juillet 2025 et marque une nouvelle étape dans la promotion du football féminin sur le continent. Parmi les stades retenus figure notamment le complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, le grand stade de Marrakech ainsi que le stade Mohamed IV de Casablanca.
Ces enceintes ont été choisies pour leur conformité aux normes internationales et leur capacité à accueillir un événement d'envergure continentale. Le Maroc, hôte de l'édition précédente en 2022, poursuit ainsi son engagement en faveur du développement du football féminin. Les préparatifs sont déjà en cours pour garantir une organisation réussie, tant sur le plan logistique que sécuritaire. Cette compétition, qui réunira les meilleures sélections nationales féminines d'Afrique, s'annonce très disputée, avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Voilà qui met fin à cette édition du journal coordonnée par Audrey Bouzéné, réalisée par Héritier Moutombo et Prince Ngoï. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.